je me sens courageux. Deuxièmement, la majorité des entrepreneurs sont déterminés. C'est-à-dire qu'ils restent fermes jusqu'à atteindre l'objectif. Ils sont déterminés, ils font, ça ne marche pas, mais ils recommencent toujours. Ils ne se laissent pas abattre. La majorité des entrepreneurs sont portés vers l'action. Vous voyez, il y a deux types de gens. Il y a des gens qui sont portés vers la réflexion. Ah, cool. Il y a des gens qui sont portés vers la réflexion. Ils réfléchissent. Et puis il y a une deuxième type qui sont portés vers quoi? Vers l'action. Et ceux qui entreprennent sont les gens qui sont plus portés vers l'action. Ensuite, la majorité des entrepreneurs, ils ont un esprit d'initiative. Un esprit d'initiative, ça veut dire quoi? Ils n'attendent pas les autres pour commencer. Eux-mêmes, quand ils ont une idée, s'ils pensent que c'est bon, il faut quoi? Passe à l'action. Ok? Il y a énormément d'autres stratégies, etc., d'autres attitudes. Mais j'ai demandé qu'on a vu, comment on va ça, on va envoyer ça. Il n'y avait pas d'artisan, on ne papier, etc. On n'avait rien à dire. Ok? Vous avez juste à mettre votre nom sur la liste, c'est déjà passé, les vidéos comme ça. Alors, autre chose que je veux dire, on ne devrait pas entrepreneur parce qu'on n'a pas trouvé de travail. Mais je travaille là, comme on dit, il n'y a pas de travail, je deviens entrepreneur, travail chez nous. On ne devient pas entrepreneur parce qu'on a quelques économies. J'ai un peu d'argent là, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Donc, attends, il va entreprendre. Non, c'est une mauvaise attitude. On ne devient pas entrepreneur, on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat parce que tout le monde en parle. Comme on dit entrepreneuriat, attends, il va me lancer dedans. Si vous faites ça, ça va échouer. Ce que j'ai appris, c'est qu'il y a également deux modèles d'entreprise. Il y a le modèle prudence et le modèle confiance. C'est quoi le modèle prudence? C'est quoi le modèle confiance? À votre avis? Le modèle prudence. C'est bizarre, les deux mots là, ça ressemble à rien. J'avais jamais remarqué ce matin que ça va être moins de risque. Dans le modèle de prudence, on fait quoi? Moins de risque. Et dans le modèle de confiance, plus de risque. Donc c'est lié au niveau du risque qu'on est prêt à supporter, un, mais deux, au niveau d'investissement, au niveau d'argent qu'on est prêt à mettre à l'intérieur. Dans le modèle de prudence, il faut commencer tout doucement. Et vous commencez par le premier maillon, mais par le dernier maillon de la chaîne. Imaginez que vous avez envie de faire un élevage de poulets. Dans le modèle de prudence, vous allez commencer par quoi? Commencez par aller chercher un terrain pour construire des bâtiments, ou alors vous allez essayer de vendre des poulets déjà commercialisés et de vous positionner comme un distributeur. Vous allez commencer d'abord comme un distributeur. L'erreur que je vois, c'est que les gens, par exemple, ils veulent faire du poulet. Tu veux faire du poulet, d'accord. Mais est-ce que tu es déjà arrivé à vendre un poulet? Non, tu n'as jamais vendu un seul poulet. Pourquoi tu veux créer une ferme de poulet? Créer la ferme, c'est facile. Mais quand tu auras tous ces poulets, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas chercher à vendre. Est-ce que c'est après qu'ils soient devenus gros que tu dois chercher à vendre ou que tu dois chercher à les vendre avant même qu'ils soient devenus gros? Tu dois chercher à les vendre avant qu'ils soient devenus gros. Donc vous devez commencer toujours par le dernier maillon de la chaîne. Donc si je veux vendre des poulets, mon but, mon projet, c'est de faire une ferme agricole, mais je commence par être un revendeur de poulets. Une fois que je sais comment on vend les poulets, après ça je fais quoi? Je remonte dans la chaîne. Donc cette fois-ci, c'est moi-même qui vais prendre des poussins et puis essayer de les faire grossir. Une fois que je les fais grossir, après je vais commencer à les vendre et puis donc je fais l'argent, etc. Je peux les faire grossir dans la ferme de quelqu'un. Si je maîtrise comment on élève le poulet dans la ferme de quelqu'un, après ça je peux passer à l'étape précédente qui est quoi? Avoir moi-même ma propre ferme. Mais est-ce que ça sera difficile? Non, parce que le fait d'avoir vendu le poulet, d'abord je vais gagner de l'argent. Et c'est cet argent-là que je vais réinvestir pour pouvoir élever moi-même ma propre quantité de poulet. Quand je vais revendre, je vais gagner un peu plus d'argent parce que je suis maintenant moi seul, les deux maillons de la chaîne, donc toute la marge, c'est moi qui la gagne. Ensuite, lorsque je vais commencer à créer ma ferme, j'aurai cet argent-là que je pourrai encore réinvestir. Donc normalement, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, il peut commencer par la fin et accumuler tous les fonds nécessaires pour pouvoir arriver à la première étape qui peut être normalement un peu plus coûteuse. C'est bon? C'est le modèle de confiance, c'est le modèle de prudence. Donc vous allez doucement. Dans ce modèle de prudence, vous investissez peu de votre argent, mais beaucoup de votre temps. Ça va? Est-ce que vous avez des idées de business que vous avez envie de lancer? Que vous avez envie de lancer? Donnez-moi des idées comme ça. Non, tu es quel genre de fourniture? Fournisseur de matériel bureautique. Entrepreneur en génie civil. Qu'est-ce à café? Café? Qu'est-ce à café? Kiosque à café. J'ai déjà lancé aussi. 22. Ah, tu as à côté de moi, ça peut pas de
Vente de gamma. Vente de crème épilatoire. Distribution d'atelier. Ok, je vais prendre par exemple le dernier exemple qui arrive. Distribution d'atelier. Si j'ai mon projet de distribution d'atelier, je peux le prendre des deux bouts. Soit il me dit, bon, il me faut aller planter du manioc. C'est-à-dire que là, je vais du côté en amont, ou alors je peux commencer par le dernier maillon. Vous dites, est-ce qu'il y a des gens qui fabriquent déjà de l'atelier qui n'arrivent pas à les vendre? Oui, il y en a beaucoup. Donc, est-ce que se trouvent les clients de ces ateliers? Et donc, moi, je prends chez les femmes qui préparent et puis ensuite je vends. Et donc, je ne fais pas beaucoup d'efforts, mais mon temps, et puis j'ai de l'expérience, je sais à quel moment il y a de l'atelier, à quel moment il n'y a pas d'atelier, etc. Comment les clients se comportent, etc. Je prends ça, j'ai de l'argent, j'ai de l'expérience. Maintenant, moi, je peux installer une propre femme qui va maintenant préparer pour moi. Et donc, elle prépare pour moi, je vends, je gagne beaucoup plus de marge. Et puis peut-être qu'après, c'est moi-même qui irai maintenant payer le manioc. Afin de le casser, après maintenant de le préparer, puis de vendre. Et puis maintenant, la dernière étape, ça serait quoi? Aller faire ma propre plantation de manioc. Donc pendant tout ce processus, je maîtrise toute la chaîne, donc il y a de fortes chances que mon projet aboutisse. C'est bon? Pour faire une plantation, il me faut un terrain, il me faut un emploi, il me faut ceci. J'aurais besoin peut-être de 5 millions. Mais pour commencer à faire la distribution, est-ce que j'ai besoin de 5 millions? Non, avec l'argent que j'ai déjà, je peux commencer mon business. C'est rentré? Deuxième modèle, c'est le modèle de confiance. On passe au modèle de confiance quand tu maîtrises toute la chaîne. Tu as déjà un peu d'expérience, un peu de vécu. Et donc là, maintenant, tu dois miser dans quoi? Dans du tape à l'œil. Dans ce qui est de qualité irréprochable. Je veux faire par exemple mon commerce de... Je veux vendre par exemple des fournitures. Il y a déjà des gens qui vendent des fournitures, donc je me positionne comme quelqu'un qui peut revendre des fournitures. Je vais chercher des clients, je prends chez eux, je livre. Au fur et à mesure, je me demande, mais vous approvisionnez vous-même. Lorsque je trouve un fournisseur, je fais quoi? Je vais m'approvisionner également chez ce fournisseur que je continue à livrer maintenant à mes clients. Donc ça va demander un peu plus d'argent, peut-être que le fournisseur il vend en gros, donc j'ai besoin d'un peu plus d'argent. Mais le fait d'avoir déjà des marchés, des conditions, ça me donne de l'argent déjà pour commencer mon business. Une fois que j'ai déjà 4, 5, 6, 8, 9, 10 clients que j'ai arrivé à gérer, je peux passer maintenant en mode confiance. Pour moi-même, j'installe ma propre entreprise, j'installe mes propres camions, etc. Ça, je fais livrer en gros et puis je peux vendre ça directement. Donc vous avez vu les deux modèles d'entrepreneuriat. On commence toujours par le modèle prudence et puis après on termine le modèle confiance. Ok, ma plus grande tristesse c'est quoi? C'est de voir les gens qui vont prendre toutes leurs économies, 200 000, 300 000, 400 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, mettre dans des affaires qu'ils ne maîtrisent pas et puis tout ça va échouer. J'ai vu des gens, ça leur a coûté leur mariage. Madame est partie, j'ai devenu pauvre. Quand t'es pas, tu ne pas, t'es pas, tu ne joues pas, etc., etc. Donc je vais dire, cette affaire d'entrepreneuriat, ça va beaucoup plus loin que le simple fait d'investir son argent, ça peut coûter beaucoup plus que ça. Donc faites vraiment attention. Alors comment déterminer qu'une idée ou qu'un projet est rentable? On n'aura pas le temps pour ça. Vous voyez l'homme de Dieu est là. Ok? Alors, comment trouver une idée d'une entreprise qui est rentable? Vous savez, il y a deux façons de faire. On peut partir soit de sa passion, de se dire, ah moi comme j'aime jongler, j'ai fait un business de jonglage. Ou alors on peut prendre une foule de personnes qui ont un problème spécifique et puis essayer de régler ce problème. Chaque fois que vous allez voir une file d'attente, il y a une opportunité qui est là. Où est-ce que vous trouvez des files d'attente? Orange Money. CISDC. C'est un monopole que Dieu peut mettre en casse sa vie. À la banque. Les institutions à l'université. À l'hôpital. Awa, Fatiga. Quelle partie du marché? L'habillement. Au stade. Si c'est de là. Instruction des élèves. Les instructions des élèves. Aux arrêts de bus. À la gare de Goro. Tant qu'il y aura des filles d'attente à la gare de Goro, il y a toujours la possibilité d'ajouter un nouveau. Si tu mets là, ça va marcher. Si vous allez quelque part, la tantine va vous motiver. Mais si vous allez quelque part et qu'à midi ou bien à 10h, il y a une seule tantine qui vend de la logo et derrière l'autre, tous les élèves sont autour, vous devez faire quoi? Vous installer à côté et vendre la même chose. Pourquoi vous pouvez vendre la même chose? Parce qu'il y a certains parmi eux qui ne vont pas vouloir attendre tout ce temps, ils vont faire quoi? Ils vont aller manger. Chaque fois que vous avez une file d'attente quelque part, vous avez une
opportunité. Chaque fois que vous avez un problème peu, pas ou mal satisfait, vous avez quoi? Une opportunité. Alors, on va regarder les critères. Donc, j'ai un modèle qui s'appelle le détecteur de projet rentable. Il va vous permettre de déterminer, on ne dit pas les gens en place. Il va vous permettre. Il va vous permettre de tester si vos idées sont rentables ou pas. Écrivez, prenez vos billes, écrivez. Profession élève, écrivez. Alors, la première chose que vous devez regarder, c'est est-ce que la demande du produit est forte? Qui veut donner son business ou son idée de projet ou son projet pour qu'on l'utilise comme un exemple concret? Ça marche déjà. Je veux quelque chose. Ouverture d'un lavage auto. C'est un bon business. J'ai déjà la réponse, mais bon, on va tester avec le DPR pour voir est-ce que ça marche. Premièrement, est-ce que la demande du produit est forte? Existe-t-il un besoin pas mal qu'on peut satisfaire? Est-ce que les gens leur voiture se salissent tous les jours? Oui. Est-ce qu'ils ont besoin d'entretenir leur voiture après 2, 3, au moins une semaine? Oui. Donc il existe un besoin qui est peu satisfait. Avant, chacun avait sa cour. Donc en bas, tu peux descendre pour laver la voiture. Mais nous tous on vit maintenant dans quoi? Dans des immeubles. Donc normalement, tu ne peux pas prendre ta voiture, mais dans ton salon, laver, puis descendre avec. Donc tu es obligé de la mettre là, elle est exposée à la poussière. Donc normalement, il y a un besoin peu satisfait. Est-ce qu'il y a suffisamment de personnes dans le pays, dans la ville, dans la commune, dans les secteurs d'activité pour permettre l'implantation d'une nouvelle entreprise? Tu vas implanter ton lavage auto où? À la Riviera. Quelle partie de la Riviera? À la Riviera 2. Quelle partie de la Riviera 2? À côté de? À côté de? À côté d'échanger dans la Riviera 2. Je vois qu'il y a 2 stations là, mais tiens, ça vous entre les 2 stations. Bon, d'accord, dans la zone là, c'est ça. Ok, donc on va se dire, est-ce qu'il y a suffisamment de véhicules dans la zone de l'échangeur de la Riviera 2 pour qu'on puisse installer un nouveau lavage? Oui ou non? Oui. Est-ce que les entreprises actuelles sont débordées aux heures de pointe? Est-ce que les lavages à la 2 sont déjà débordés aux heures de pointe? Oui. Quand tu as ton projet, tu n'es pas sûr de ton projet. Non, mais si de ton projet, oui, les lavages sont débordés. Est-ce que le marché exprime son envie d'une alternative? Est-ce que les gens seraient ouverts à aller laver leur véhicule dans la alentours de la 2 s'il y a un autre lavage? Oui. Oui. Donc ce premier critère-là est validé. Deuxième critère, le produit est-il un bien de première nécessité pour la cible? Et écrivez bien pour la cible, c'est très important. Un produit peut être un produit de première nécessité pour une cible donnée, mais est totalement inutile pour une cible différente. Ok? Donc, est-ce que l'activité est paralysée sans ton produit? Par exemple, un chirurgien sans anesthésie, est-ce qu'il peut travailler? Non, sans anesthésie, un chirurgien ne peut pas travailler. Donc, vous devez chercher des gens dont l'activité, par exemple, est paralysée sans ton produit. Les taxis, si vous arrêtez le taxi est salement de la baisse, vous allez monter dedans. Non, donc eux, ils ont besoin constamment de pouvoir faire quoi? L'entretien de leur véhicule. Donc, voilà une cible, par exemple, dont l'activité peut être freinée sans votre produit. Leur cible est menacée sans votre produit. Par exemple, le carburant pour les taxis, la boisson pour les maquilles. Okay? Dans notre cas, le lavage auto, ce n'est pas tellement nécessaire pour la suivi. On peut s'en passer. Est-ce que le produit est la meilleure alternative possible? Au lieu de laver ça au lavage auto, est-ce qu'on peut laver ça à la maison? Oui. Donc, ça veut dire que tu vas devoir travailler pour que les gens viennent dans ton lavage auto ou alors cibler les gens qui n'ont pas de garage dans la maison, qui sont obligés de laver ça dehors. Donc, le mieux, c'est de cibler quoi? C'est de cibler des célibataires comme nous qui n'ont pas le temps. Et puis, tu ne te réveilles pas vite. Parce que si tu te réveilles vite, tu peux te réveiller à 5h et puis tu ta voiture. Mais si tu te réveilles à 7h, pourquoi ta voiture sort là pour partir? Tu vas partir une fois, 2 fois, la troisième fois, tu es obligé d'envoyer ça au lavage. C'est bon? Troisième critère, le marché est prêt à dépenser de l'argent pour votre produit. Si vous avez envie de gagner de l'argent avec votre produit, il faut vous poser cette question. Est-ce que le marché est obligé d'utiliser votre produit? Comme un chirurgien est obligé d'utiliser l'anesthésie. Dans notre cas, on n'est pas forcément obligé de laver sa voiture, mais normalement aujourd'hui, c'est devenu presque une obligation de laver sa voiture. Vous voyez, si tu roules une voiture sale, les policiers vont t'arrêter tous les jours. Donc on sait que tu n'as pas pièce. Existe une alternative gratuite pour dérisoire? Oui, on peut laver à la maison, mais c'est fatigant, c'est prenant, etc. Donc, c'est pas cher. Est-ce que le besoin s'estompe et se résout gratuitement avec le temps? Tu
peux ne pas laver une fois, deux fois, mais à un moment donné, tu seras obligé de laver ta voiture. Donc je me dis c'est un bon produit qui est en train de prendre. Est-ce que les gens dépensent effectivement aujourd'hui de l'argent pour des produits similaires? Est-ce qu'aujourd'hui les gens lavent déjà leur voiture dans le lavage auto? Absolument oui. Donc ce critère-là est validé. Après ça, on passe au quatrième critère. Est-ce que l'achat se fait sans réfléchir? Quel est le niveau de réflexion qui est impliqué dans l'activité? Est-ce qu'avant de rentrer dans un lavage auto, on doit réfléchir 2 ans d'abord? Non. Pas forcément, ok? La nécessité de la même. La nécessité. Est-ce que le client peut décider seul d'acheter votre produit sans avoir besoin de consulter quelqu'un d'autre? Oui, il peut se lever, puis rentrer et puis faire laver sa voiture. Est-ce que votre produit est le seul choix logique de la situation? Quand ta voiture est très sale, tu dois laver. Ok? Donc ici, il n'y a pas de problème de ça. Y a-t-il beaucoup de produits de substitution? Oui. Et énormément d'entreprises font également des lavages de l'eau. Donc tu dois déjà donner une raison suffisante pour venir dans ton lavage. 5. Est-ce que le prix est acceptable? Est-ce que j'ai dit que le prix est bas? Est-ce que j'ai dit que le prix est bas? Je ne vous conseille pas forcément de vendre des produits moins chers. Les produits moins chers, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Vendez des produits chers. C'est ça ma formation que j'ai fait ici. Vendez des produits chers, ok? Parce que dans l'imaginaire de tout le monde, quand c'est cher, c'est de bonne qualité. Quand c'est moins cher, cheap. Ok? Donc même si vous voulez vendre des produits moins chers, vendez des produits moins chers et puis un produit cher quand même. C'est bon? Arrêtez de croire que les gens veulent des produits moins chers. Quand tu as l'argent, quand tu n'as pas l'argent, tu cherches quoi? Ce qui est moins cher. Mais quand tu commences à avoir l'argent, tu cherches quoi? C'est très cher. Et vous tous, je vous connais comme si vous êtes comme ça. Mais comment tu peux gaspiller 300 000 francs dans un téléphone? Le jour où tu es payé 800 000, 900 000 par mois là, tu as vu mon nouveau iPhone? C'est plus toi qui disais aux gens comment on peut gaspiller 300 000 francs. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus la même chose, la même valeur. Quel est le prix maximal pratiqué par les concurrents? Je ne recommande pas d'aller toujours de faire moins cher que les concurrents. Ce n'est pas une bonne stratégie. Tu détruis ta marge, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Quel est le prix maximum bon pratique? Aujourd'hui, pour laver une voiture, les bons lavages auto, ils sont à 1500, 2000 francs, même pour les petites voitures comme la tienne. Donc tu te passes aussi à quoi? 2000 francs. Ou alors tu te passes au-dessus à 2500 francs. Fais un calcul mathématique. À 2000 francs, tu as 5 clients. Tu as combien de bénéfices par jour? Bon, ton chiffre d'affaires par jour, c'est combien? 10 000. À 2500, il faut combien de clients pour avoir les 10 000? 4 clients. Si tu fais un peu de marketing et tu as 5 clients, tu vois combien? 12 500. Donc, qui a gagné à la fin de la journée? Tu as gagné. C'est bon? Et là, je ne dis pas juste des petits nombres. Mais supposons que toi, tu as 3 000. Toi, tu as 3 000, lui, il a 2 000. À 3 000 pour arriver au même 10 000, il faut quoi? 3 clients. Pendant que lui, il faut combien? 5 clients. Donc, il travaille beaucoup plus, il dépense beaucoup plus d'eau que toi. Ça, tu laves 3 voitures et tu as les mêmes. Donc, vous devez vendre les produits chers. Ok? Il y a des gens qui aiment les produits chers. Ils sont tous là, eux tous, ils aiment les produits chers. Ils font comme s'ils n'aiment pas les produits chers. Ils aiment ça. Si les gens n'aiment pas les produits chers, il n'y aurait personne chez Horloge que fera. Mais ils sont beaucoup là-bas, ils ne quittent pas. C'est cher, mais on aime quand même. Ok? Est-ce que les clients sont prêts à payer plus cher pour une meilleure qualité de service? Oui. Quand tu vas laver ta voiture et puis tu reviens et tu passes ton doigt et puis tu trouves encore la poussière dans ta voiture, ça t'énerve. Tu es prêt à partir dans un autre endroit où vraiment ils vont te dire paye 600 francs en plus et puis quand tu finis, ta voiture est vraiment propre. Ok? Donc oui, le prix est acceptable. Ça peut être bas, haut, peu importe. L'essentiel est que le prix soit acceptable. 6e critère, est-ce que le produit a une durée de vie étendue? Est-ce que le produit finit à l'usage? Comme par exemple les savons de nuit, c'est le meilleur produit à vendre. Tu ne vas pas payer ton sac de nuit, tu as dit dans 2 mois, ça y est encore. Tu vas manger. Ça finit. Tu as fait ton joli savon. C'est pas peut-être mon savon, bien fait, savon, bien le chat. 3 chats, 15 chats, etc. Mais même si tu as payé un morceau de savon à 5 000, ça va faire quoi? Ça va finir. Donc, est-ce que le produit finit à l'usage? Une voiture qu'on a fini de laver. Est-ce que ça va rester propre éternellement? Non. Ça va suffire de passer. Un gros camion passe dans une flaque là. Chaud. Automatiquement, on a besoin de laver. Donc, c'est un très bon produit. Est-ce que le produit à usage unique, le meilleur produit à vendre, c'est le Bluetooth? Il a une durée de vie très courte. Tant qu'il est dans le sachet, on peut le conserver longtemps. Mais dès qu'il sort du sachet, il a touché le fond. Après ça, c'est terminé. On est obligé de vie. Ok? Est-ce que le bien est impérissable avant usage?
Vous devez regarder bien impérissable avant l'usage. C'est très important. Est-ce que le produit a une date de péremption? Par exemple, les médicaments, les canettes de sucre. Quand tu vends un produit qui peut se périmer, tu n'as pas le même comportement, la même pression commerciale. Là. Vous allez regarder, monsieur, vous ça. Que si tu vends un produit qui est impérissable, celui qui vend lotus et celui qui vend tomate, qui est stressé à la fin de la journée? Celui qui vend tomate est stressé. Parce que sa tomate, tu peux conserver ça quoi? 2 jours, 3 jours. Mais après ça, c'est une pète. Alors que même si 2 jours vont à pleuvoir, tu ne vas pas tes tomates et tes lotus, est-ce que ton cœur va? Ton cœur va pas, le lotus ne va pas se périmer ou se gâter, s'abîmer, vous comprenez? Donc, dans ton cas, dans le lavage d'auto, si personne n'est venu, est-ce que ton cœur va? Ton cœur va pas, tu peux conserver tes instruments pendant des années, donc c'est un bon business. Est-ce que le produit peut être démodé? Oui et non, aujourd'hui, les lavages, si tu as des tuyaux à pression là, je pense que ça va. Donc je pense que pendant encore peut-être 5 ans, 10 ans, on va utiliser un peu, il y a vraiment une grande révolution. Donc c'est un business qui est là. Est-ce que le produit peut s'avarier? Non. Je ne sais pas si dans 10 ans, on a changé la façon de laver les voitures. A priori, tu peux rester encore 10 ans. Est-ce qu'il y a des barrières en fait? Bonne question. Est-ce que l'activité fait l'objet d'un monopole? Par exemple, comme l'électricité, vous avez ça, dénoncer. C'est fâcheux ça, il ne faut pas que démarre. Ok? Est-ce qu'il y a un monopole? Est-ce qu'on a dit que, je ne sais pas moi, c'est les. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un monopole sur l'activité? Je ne pense pas. Tout le monde peut ouvrir son lavage d'auto. Est-ce que l'activité aurait une communauté ethnique par exemple? Par exemple, la boucherie, si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas travailler là-bas. Peace. Ok? C'est ça. Tu as fait quoi? Il n'y a pas de musulman quelque part. Voilà, donc si tu veux te lancer dans la boucherie, il faut que tu embauches un musulman. Ce que je veux dire aux gens, il y a des systèmes, il y a des trucs. Ce que tu peux changer, tu changes. Ce que tu ne peux pas changer, tu fais quoi? Tu t'adaptes. Dans le cas, par exemple, moi je veux faire la boucherie, il sait que les gens ont toujours besoin de mettre la viande. Mais il sait que si moi c'est du maçon égorgé, les gens ne vont pas payer. Donc je fais quoi? J'embauche un musulman qui travaille avec lui. Est-ce qu'il y a un problème pour ça? Il n'y a pas de problème pour ça. Ok? Est-ce qu'il faut une qualification particulière? Aujourd'hui, comme ça, même si tu as 1 milliard, tu ne peux pas te lever pour créer ta clinique. Parce qu'avant d'ouvrir une clinique, il faut avoir le diplôme de médecin. Ou au moins, il faut que ce soit le nom d'un médecin qui soit dessus. Donc, par exemple, il y a un petit verrou qui est là. Par exemple, tu ne peux pas te lever pour créer ta station. Avant de créer ta station, on va te demander un certain nombre d'autorisations, etc. que tu dois avoir. Ok? Autre élément, est-ce que le capital de démarrage est faible? Est-ce qu'il y a une caution à payer? Par exemple, pour les stations, on va te demander une caution de 25 millions que tu dois déposer d'abord, comme caution. Ok? Station service, agence de voyage, on va te demander de grosses cautions. Est-ce que c'est quelque chose comme ça que tu veux faire? Est-ce que pour ouvrir la page, on te demande caution? On ne demande pas caution. Tu retournes un peu chez toi, tu mets 2 robinets dehors, tu demandes la page. Ok, est-ce qu'il faut une bière spécifique, des logos spécifiques? Si tu veux le rendre pro, tu as besoin des outils là, sinon tu n'as même pas besoin de le rendre pro. Robinet seront 2 vieux sauts. Allez hop, le business a commencé. C'est bon? Mais si tu n'as pas l'argent pour payer au mot, tu peux payer 15 francs le sachet. 10. Est-ce qu'il est facile de sortir de cette activité? Est-ce que vous pouvez facilement revendre vos produits services? Si tu décides de ne plus faire ton lavage d'auto, est-ce que tu peux revendre tes seaux à quelqu'un? Peut-être oui. Est-ce que tu peux revendre les machines, les outils qu'on utilise là? Oui, je pense que tu trouveras facilement preneur. Ok? Est-ce que l'entreprise peut fonctionner sans toi? Est-ce que toi-même tu as besoin d'être au cœur de l'entreprise pour que ça fonctionne? Non. Idéalement, l'idéal c'est de créer une entreprise qui puisse fonctionner sans que vous-même vous ne soyez au milieu. C'est pour ça que moi mon business c'est un peu difficile. Moi mon business c'est de parler avec ma bouche. Donc quand on dit Vincent vient parler là, c'est là les gens viennent. Il ne veut pas dire, on ne dit pas viens parler. Pas comment on fait, comment non. C'est pas lié à la personne. C'est mieux de créer des business qui sont plus liés à la personne. C'est pour ça que j'ai demandé à ce monsieur-là de filmer. Là, quand c'est filmé là dans la vidéo, là, quand tu peux regarder, moi, il peut être en train de communiquer. Mais ça te raconte les mêmes choses. C'est bon? Ok? Donc, ce sont les 10 critères du DPR. Je pense que je vais m'arrêter là sinon. Voilà. Donc, ce que vous devez faire, vous prenez chacun des 10 critères là et puis vous les notez. J'ai dit quoi? Vous les notez. Donc, si le critère n'est pas du tout vérifié, vous donnez 0 à la note. Si le critère est un peu ou moyennement vérifié, vous donnez 1 à la note. Si par exemple c'est parfaitement vérifié, vous donnez 3 à la note. Et qu'après, vous faites le total. Si vous avez plus de 25, 6, 30, c'est un projet qui est rentable immédiatement. Si en fait ton business est rentable immédiatement, tu peux commencer. Vendre d'œuvres, c'est rentable immédiatement. Ok? Et c'est ça par expérience. 10, 30, laissez tomber, c'est pas un bon projet. Ensuite, entre
11 et 24, il y a beaucoup d'efforts à faire, puis ça marche. Okay. On va faire un exemple. Bon, je ne vous détaille pas le DPM, mais ici, par exemple, quelqu'un peut dire, moi j'ai envie d'ouvrir une salle de jeux vidéo à la Riviera Palmyra. Ça, c'est mon petit frère qui avait me voir, il dit, Vincent, je veux ouvrir une salle de jeux à la Riviera Palmyra. J'ai dit, bon, ok, viens, on va passer sur DPM pour voir. Est-ce que la demande est forte? Oui, il y a beaucoup d'adolescents là-bas qui aiment les jeux vidéo. Est-ce que c'est un projet de première nécessité pour eux? Non, ils n'en ont pas forcément besoin, mais ils aiment. Donc, on a travaillé sur la nécessité. Est-ce qu'ils dépensent déjà de l'argent pour jouer aux jeux vidéo? Oui. Est-ce qu'ils réfléchissent beaucoup avant de décider? Non, ils se décident rapidement. Est-ce que le prix est acceptable? Ouais. Est-ce qu'il y a des achats répétitifs? Ouais. Est-ce que le prix est intéressant à l'usage? S'il n'y a pas de client qui dépense, je peux te. Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée? Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Est-ce que le capital de démarrage est fait? Ça demande des manettes, ça demande une télé, ça demande une console. Donc, côté capital, il faut regarder ça un peu. Et puis, est-ce qu'on peut sortir d'activité? Oui. Quand ils ont dit, ils ont fait à ce final, tout le monde est sorti d'activité. Sans souci. Donc, normalement, on regarde, il n'y a que 2 points rouges, on décide quoi? D'y aller dénoncer. Donc, voilà le processus. Quelles sont les étapes à suivre? Est-ce que les étapes à suivre, c'est aller chercher le coût du matériel d'abord? Ensuite, trouver l'emplacement du local. Après, payer la caution. Après, aménager la salle avec tout le confort possible. Après, faire une enseigne lumineuse. Et puis après, faire un lancement avec ce et tout ça. Est-ce qu'il faut faire tout ça? Allez, peut-être que moi, ça vous dit non. Mais si on vous donne l'argent, vous allez aller commencer à faire ça. Voilà comment on a créé ça. Et c'est un exemple réel. Vous avez un processus qui se décompose en 2 étapes. Il y a une phase d'analyse et une phase de création. La phase d'analyse, les gens n'aiment pas analyser. C'est leur problème, c'est votre problème. C'est leur problème. C'est que vous ne savez plus le temps après ça. Les gens ont peur d'analyser. Les gens ne prennent pas ce qu'il y a dans leur rigolo là pour réfléchir un peu. Donc vous devez faire une phase d'analyse et puis une phase de création. Dans la phase d'analyse, c'est quoi? Vous devez partir d'une passion et dire aux gens, créez un business pour lequel vous avez une petite passion. Un business qui vous intéresse un peu. Si par exemple tu es informaticien et puis tu te lances dans le business de la vente de charbon, mais tu ne fais ça que juste pour l'argent, si on te dit que le camion est tombé en panne, tu fais quoi? Oh! Ce business-là même, tu vas arrêter. Tu dépenses seulement. Mais si c'est ta passion, tu as dit quoi? Le camion, mais moi, je viens. Tu prends un mécanicien et puis vous allez faire quoi? Dépanner. Tu n'as plus. Tu n'as pas ce ressentiment là parce que c'est quoi? C'est une passion. Si par exemple tu es informaticien et que bon, tu te lances dans la création de logiciels, mais quand ta femme a t'amené il a besoin de venir dans le dit oh, attends, il a écrit un peu de code encore. Parce que c'est ta passion. Mais c'est pas ta passion. Quand on dit le digital net, c'est quoi? Chef, il est là. Non, mais attends, non, chef, pardon, Chelsea doit jouer. C'est pas ta passion. Là, tu le fais parce que c'est le business de quelqu'un d'autre. Mais imagine que c'est ton propre business. Tu dois créer un logiciel, ça t'énerve. Ce business, est-ce que tu vas grandir? Il y a de fortes chances que tu ne grandisses pas. Parce que c'est pas ta passion. Donc, je recommande d'aller vers quelque chose qui est ta passion d'abord. Et là, quand tu auras un business de ta passion, 2 business de ta passion qui vont te rapporter de l'argent, tu peux commencer dans des trucs pour lesquels tu n'as pas vraiment de passion. Mais là, tu as cherché quelqu'un qui a une passion des gens pour pouvoir gérer. D'accord? Alors, donc ici, la passion de mon petit frère, c'était quoi? C'était les jeux vidéo. Donc, le premier travail que nous avons fait, c'est de cibler les clients. À qui est-ce que notre jeu vidéo va s'adresser? Et donc, on a fait avec 2 cibles. Il y a les 10 à 15 ans qui sont les petits ados, qui vont à l'école, etc. Et puis, il y a une deuxième cible. On n'avait pas vraiment vu les 16 à 23 ans, les vieux qui sont au quartier, qui ne font rien. Et aussi, ils aiment jouer. Ok? Quel est leur comportement d'achat? Quelle est la concurrence? Les enfants, ils aiment les jeux de course et les jeux d'aventure, c'est pas ça? Et puis, les vieux du quartier, ils aiment quoi? Football. Ils passent le temps à jouer ça. Et après, on s'est rendu compte que le concurrent ne pouvait pas acheter une promesse. Et on a estimé le chiffre d'affaires qu'on pouvait faire chaque jour. C'était de 3 000 francs par jour. 3 000 francs par jour, tu pouvais pas 30 jours, ça fait combien par mois? 90 000 francs par mois, si vous enlevez 30 000 francs, 40 000 francs que vous donnez au gérant, il vous reste combien? 50 000 francs. Est-ce que ça vous permet d'avoir 50 000 francs par mois? Tu fais rien, il y a des gérants qui font.
À la fin du mois, tu n'as rien fait, tu l'as donné ses 40 000. À la fin du mois, tu as 50 000. Est-ce que c'est bon? C'est bon à prendre? Donc, ça dit, ok, on continue. Quels sont les leviers de choix? Et donc, on allait demander au petit Lamine, qu'est-ce qui nous pousse à choisir un jeu vidéo en particulier? Et ils nous ont sorti des choses étonnantes pour moi, moi, c'est pas moi, je ne joue pas le jeu vidéo. Qualité des manettes. Tant d'attendre tout, pour qu'on va trop attendre. Ils sont d'accord pour attendre, mais ils ne peuvent pas attendre trop longtemps. Donc, il faut que le jeu soit disponible. Maintenant, je dis disponible, c'est quoi? Il dit souvent, il fuit le col en milieu de pour venir jouer rapidement. Et puis repartir. Donc, toi, tu crois fermer à cette période-là. Souvent aussi, les mecs, quand on leur dit d'étudier, là, ils attendent quand papa, maman glisse là. Ils viennent jouer. Et puis, quand ils connaissent le bruit de la voiture de leurs parents, quand ils voient le vieux au loin, automatiquement ils fuient et puis ils s'en vont à la maison pour faire comme s'ils étudiaient. Donc, c'était le critère de disponibilité. Mais ça, si tu n'es jamais parti leur demander si tu veux savoir ça, tu ne peux pas savoir. Et quand tu dis disponibilité, les vieux qui sont gâtés là, ils sont en train de travailler, ils reviennent à l'église, ça fait 2 heures, 3 heures, c'est qu'ils reviennent jouer par an. Donc, ça va être disponible. Ok. Donc, une fois qu'on a ça, la phase d'analyse est terminée, on passe maintenant à la phase de création qui est maintenant. Okay. Alors, vous devez donc créer une marque attractive, quelque chose qui leur parle. Oui, dans le cas, ils se reconnaissent. Et donc là, on a créé un jeu vidéo qu'on a appelé Attentage vidéo. Quand Attentage, ça fait plus américain, ça fait plus des façons comme ça. Ok? On sait que les gens dans le bureau, ils sont des fiction, ils aiment ça. Ok? Ensuite, il fallait créer le produit. Donc, en considérant la qualité des manettes, il faut attendre pour la disponibilité. On s'est dit qu'il nous fallait donc 2 consoles et 2 TV. Sinon, nous, on allait attendre trop longtemps. Ensuite, on allait chercher 6 jeux. 2 jeux de course, 2 jeux d'aventure, et puis quoi? 2 jeux de foot. Une carte mémoire. Après, ça veut dire que ceux qui jouent ballon, ceux qui jouent, ils ont besoin de sauvegarder leur progression. Donc, il faut une carte mémoire. Après, il nous fallait une baraque. Il nous fallait 2 bancs. On a fait rouler des chaises, bien jouer comme ça. Nous, on veut jouer seulement. Ensuite, il nous fallait un raccordement au courant. Ils étaient terminés. Ensuite, il nous fallait un mécanisme de vente. Souvent, les gens s'arrêtent là. Ils ont créé leur produit, leur service. Mais il n'y a pas de mécanisme de vente. C'est pour ça que vous avez besoin de tout ça. Allez le voir, il va mettre en place une mécanisme de vente. Allez le voir, allez le voir. Dites-lui que vous venez de ma part. On va faire une émission spéciale. Et après, il vous faut un mécanisme de vente. Pour vendre votre produit. Et donc, notre mécanisme de vente, c'était quoi? Il nous fallait un gérant. Le gérant, c'est qui? Mon petit frère lui-même, il est assis là. C'est lui le gérant. Et puis, il nous fallait quoi? Les tarifs. On a regardé quels sont les tarifs proposés. Et puis, on a proposé les tarifs. Même chose. Après, on allait payer une manette bien jolie qui répond à la volonté. Si tu veux jouer à cette manette-là, tu payes un peu plus. Si tu veux pas, tu prends la manette normale. Ok? Et donc, ce joueur a commencé à rapporter. Maintenant, quand on suit cette démarche, est-ce qu'on allait chercher le coût du matériel? Oui, mais après, analyse. On allait chercher quoi? Le coût des bonnes manettes, le coût des concepts, le coût des bons jeux. Donc, on n'est pas allé comme ça dans le vent pour créer. On allait vraiment regarder quelque chose de ça. Trouver l'emplacement du local. On a dit, est-ce que vous voulez que ça dans un coin? Ils sont fous du local. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste créé une baraque. Et on a créé la baraque pour ça devant la maison. Donc, est-ce qu'on allait payer caution quelque part? On n'a pas payé de caution. On a juste payé par la saison et puis c'était terminé avec 2 bancs. Ok? Est-ce qu'on a aménagé la salle avec tout le confort possible? Ils s'en foutent du confort. D'ailleurs, quand ils rentrent le confort, ils s'occupent. Ils se disent non, ça va être cher. On peut jouer dans la chaleur, on est tous les uns sur les autres. Il n'y a pas de place. Non, non. Qu'est-ce qu'ils veulent pas? Il n'y a pas de place. Je ne sais pas pourquoi ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils aiment se bousculer dans des petits coins obscurs. Tout le monde est agglutiné dedans la vente de jeu. Mais c'est pas ça. Si tu ne fais pas. Le tu vas te dire, on va faire un espace grand, là, chacun voit sa place. Ils n'aiment pas les espaces grands. Ils veulent des petits espaces pour les collés. Ok? Est-ce qu'on a fait une enseigne? On n'a pas fait une enseigne du tout parce que ça n'a pas d'importance pour nous. Est-ce qu'on a fait un lancement avec Sono et tout ça? On n'a pas fait ça parce que ça n'a pas d'importance pour nous. On a économisé beaucoup d'argent parce qu'on a suivi un processus qui est différent. Ok? Alors, combien ça nous a coûté pour mettre ce business en place? On a dépensé pratiquement 4 ans. Parce que vous payez 2 télé, des manettes, etc. Et puis, c'est surtout les consoles. Parce que les consoles, chaque console fait 150 000. Donc, 2 consoles, ça fait 300 000. C'est là où on a dépensé le plus d'argent. Les télés, on a fait des télés de 30 000, 30 000, etc. Les bancs, il y avait des bancs là. Utilisez-moi ça. Rallonge, j'avais des rallonges à la maison. Utilisez-moi ça. Etc. Vous comprenez, on n'a pas vraiment dépensé d'argent. On a juste payé l'appareil. On a avancé.
Et là, on était parti sur 3 000 francs par jour. Mais quand on a lancé, ça rapportait combien? 5 000 francs. Et Dieu merci, c'est mon petit frère qui gérait. Avant chaque fin du mois, il m'appelle Vincent. Non, mais c'est-à-dire que maintenant, depuis que j'ai mis ça en place, je me suis débarrassé de lui. Positivement. Parce que c'est ça qu'il a une source de revenus plus ou moins stable. Et comme il a repris les cours, il a commencé une partie de ses cours, il a terminé son sketch, il a commencé une partie de ses cours avec son jeu de et puis maintenant il a embauché un petit boucher. Ouais. De créateur, il est devenu lui-même propriétaire dans beaucoup de ses classes. Je vous dis quoi? Je vous dis que ce n'est pas si compliqué que ça. Maintenant, quelqu'un peut me dire, mais moi il n'y a pas 400 000. Ok, non, il n'y a pas de problème. Mais si tu investis 400 000 et que 5 000 francs par jour sur 30 000, avec combien? 150 000. Supposons que tu dépenses 50 000 francs dans les charges. Ça te fait combien? 100 000 francs par mois. Est-ce que ça vous dirait d'investir 400 000 et puis d'obtenir 100 000 francs par mois jusqu'à ce que vous soyez fatigué d'avoir 100 000 francs par mois? Et même quand j'enlève, je dis bon, dans les 100 000 là, 50 000 francs pour toi, le gérant, 50 000 francs pour le petit frère, et puis le reste de 50 000 francs, moi il a tout bien fait dedans, mais moi 50 000 francs par mois. Est-ce que c'est un bon business? Oui. Maintenant, quelqu'un peut me dire, mais moi, je n'ai pas 400 000 francs, on peut investir beaucoup moins. On n'est pas obligé de commencer avec deux consoles, 2 télés, etc. On va commencer avec juste une seule console, une seule télé, un petit banc, et puis ça va démarrer. Après, on aura ajouté une deuxième télé, etc. Vous dites quoi? Vous dites que vous n'avez pas besoin d'avoir des millions. Vous avez juste besoin d'un processus qui marche. Alors, dans cette affaire d'entrepreneuriat, il y a des sujets importants que je n'ai pas développés. Par exemple, comment trouver des idées. Si vous manquez d'idées, comment vous pouvez trouver des idées? Je n'ai pas développé. Les domaines qui rapportent, tous les gens me demandent, quels sont les domaines qui rapportent? Je n'ai pas vraiment développé. Comment trouver les fonds? Je n'ai pas développé. Comment trouver ses premiers clients? Je n'ai pas développé. Comment faire le business sans vous? Je n'ai pas développé. Quelles sont les erreurs fatales à éviter pour ne pas faire faillite? Je n'ai pas développé. Aïe. Donc, si vous voulez tout ça, vous faites ça. Oui. Ok, voilà. Mais bon, moi je vais m'arrêter là.